Quelles sont les pépites des abonnés du canal Telegram cette semaine? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. Et enfin, si vous souhaitez avoir votre analyse dans ce type de vidéo, rejoignez le canal Telegram. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé de la vidéo. La watchlist, elle est sur Investing Pro. Si vous souhaitez vous y abonner, vous avez 15% de réduction via le lien en haut à droite de l'écran. La watchlist, on a 6 titres actuellement. Bon, on sent que c'est la période des vacances. Alors, les colonnes de cette watchlist, on a le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en euros, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio profit cash flow, les multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles. Tiens, Euraseo, là, grosse décote. On va en parler. Le PEG ratio, plutôt pour les boîtes de croissance. Alors, on voit qu'il y a Peak Brands qui est quand même solidement en croissance, donc ça a peut-être du sens. Le rendement des capitaux investis, rentabilité opérationnelle. Le rendement des fonds propres, ça c'est une rentabilité financière. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA et le levier en termes de dette nette sur fonds propres. Ici, c'est plutôt cette mesure-là qu'il faut regarder en termes de levier, puisque on regarde la dette nette sur fonds propres que dans la situation d'une liquidation en réalité. Donc ici, c'est le nombre d'années d'EBITDA qu'il vous faut pour rembourser la dette nette, c'est-à-dire défalquer de la trésorerie. Le rendement du dividende, quand il y en a un, et la sécurité de ce dividende, en tout cas pour les entreprises non financières, en termes de payout ratio par rapport au free cash flow. Au-delà de 100%, on s'endette pour verser du dividende, ce qui n'est pas très soutenable à long terme. Je vous ai trié la liste par market cap. Le premier dossier, c'est Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, il faut qu'on en parle. Pourquoi est-ce que le cours s'est effondré? Si vous regardez les vidéos de revue du CAC 40 que je fais chaque mois, ça fait au moins 2-3 trimestres que en voyant les métriques et la valorisation des Dassault Systèmes, je me dis pourquoi est-ce que c'est aussi cher payé alors que ce n'est pas très qualitatif? Je dis ça par rapport à cette rentabilité ici, 9% de rendement des capitaux investis. Pour un éditeur logiciel, c'est pas très performant en réalité. La rentabilité me semble un peu faible. Parce que dans le logiciel, on est souvent à BFR négatif. Les clients payent avant que l'entreprise ne doive payer ses fournisseurs. On n'a pas de stock, évidemment, c'est du logiciel. Les actifs immobilisés, en général, ils sont faibles. Alors, dans un éditeur logiciel, normalement, il n'a pas sa propre infrastructure, il n'a pas son propre data center, etc. Il passe par un cloud provider. Je ne sais pas si c'est le cas pour Dassault Systèmes, mais en tout cas, on doit avoir aussi des marges opérationnelles très élevées, puisque ce sont des entreprises qui ont un coût marginal zéro ou faible, c'est-à-dire qu'on a des gros coûts fixes pour développer le logiciel. Une fois que c'est développé, la licence additionnelle qu'on va vendre, ou l'abonnement additionnel qu'on va vendre, eh bien, il est pas très cher à vendre. Donc, cette rentabilité me pose question. Et donc, les multiples me paraissaient très élevés il y a 2-3 trimestres. Bon, maintenant, ça s'est un peu adouci. Alors, on est sur 23 milliards d'euros de market cap, donc c'est quand même une boîte du CAC 40. 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc on est quand même sur une boîte mature, 7% dans du logiciel. C'est pas foudroyant non plus. 14 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Pour moi, ça reste un petit peu cher, vu la croissance qu'il y a en face et vu la rentabilité qu'il y a en face. Donc voilà. Est-ce qu'il y a assez de décote sur Dassault Systèmes? Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Après, il n'y a pas de problème au niveau de l'endettement. Par contre, on a une trésorerie nette. On a une demi-année d'EBITDA en trésorerie nette, ça c'est bien. Et un petit dividende de 1,1% et 23% de payout ratio. L'allocation du capital est mauvaise sur Dassault Systèmes. On le voit uniquement rien qu'à ça. Pourquoi est-ce qu'on paye que 23% de free cash flow en dividende alors que la croissance ralentit? La rentabilité n'est pas tip-top, donc peut-être qu'ils perdent des parts de marché également. Donc en fait, dans ce type de situation, où il y a le management qui veut pas voir la réalité en face et qui continue de réinvestir, d'accumuler du cash, peut-être de faire des acquisitions, et il y a le management qui voit la réalité, qui se dit, on n'arrive plus à croître les gars, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le dividende et acheter des actions. Alors rachat d'actions, c'est pas hyper populaire en France, mais en tout cas, on peut faire plus de dividendes que ça. Donc, sur Dassault Systèmes, il y a eu un problème d'allocation du capital. Le marché a fait confiance à la boîte pendant de nombreuses années, malgré la qualité du dossier. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est pas encore assez décoté. Peut-être que quand on passera en dessous de 12 en valeur entreprise sur EBITDA, voilà, ça pourra peut-être commencer à être intéressant.
Et encore, et encore. Est-ce que ce logiciel a de l'avenir? Parce que on est à l'ère du vibe coding avec du coup des LLM, vous pouvez, enfin des outils style Claude Code ou Cursor, etc. Vous pouvez coder votre application. Est-ce qu'ils ont une barrière à l'entrée suffisante? Est-ce que leur logiciel est suffisamment protégé pour résister à cette disruption? J'ai pas assez creusé le dossier, mais si vous le savez, on peut en discuter en commentaire. En tout cas, moi je pense qu'il n'y a pas assez de décote sur Dassault Systèmes pour commencer à s'y intéresser. Dossier suivant, Broadridge Financial. Alors, c'est une entreprise états-unienne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du service financier et ils font... Ok, c'est un spin-off de Automatic Data Processing, et ça je connais. ADP, c'était la gestion automatisée de paye de mémoire aux États-Unis. C'est un spin-off, d'accord. Et ils s'occupent de tout ce qui est documents financiers, donc les proxy statements, ça c'est pour les votes, en gros dans les assemblées générales, et la gestion des rapports annuels. Donc c'est très encadré aux États-Unis. Ils ont une base de données qui s'appelle EDGAR, dans laquelle vous devez eh bien, remplir les formulaires 10Q et 10K. Quand vous êtes une entreprise cotée, avec on va dire des informations qui sont réglementaires. Donc ok, donc dans ce business-là, intéressant. C'est pas vraiment du service financier pour moi, enfin c'est de la data en réalité. Hein. Ok. Alors, on est sur 16 milliards d'euros de market cap. Donc ici d'ailleurs, ils ne mettent pas que c'est de service financier, ils mettent que c'est du service professionnel. Ouais, donc c'est ça. Donc 16 milliards d'euros de market cap, on est en euros ici. Un mot d'abord sur le business. Ce genre de business, est-ce qu'il peut être disrupté par l'intelligence artificielle? Parce qu'en somme, c'est de la data et du logiciel. En réalité, je pense que non. Parce que, eh bien, ils doivent être accrédités, à mon avis, par les autorités boursières américaines. Et donc, bah, ça, c'est une protection en soi. Ça, c'est une barrière à l'entrée. C'est un moat qui les empêche d'être disruptés par quelqu'un qui débarque, une boîte qui débarquerait complètement alimentée à l'IA et qui les remplacerait. Avant ça, en fait, vous avez en fait une protection réglementaire. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous donne un moat et ça vous donne justement le fait d'avoir un moat. Ça vous donne des taux de marge opérationnelle qui sont élevés et un taux de marge opérationnel élevé. À BFR et actifs immobiliers constant, ça vous donne une rentabilité élevée. 16% vraiment des capitaux investis, c'est pas mal. C'est pas mal. Aux États-Unis, on va dire que c'est pas exceptionnel, c'est pas si mal. Aux États-Unis, ils sont bien aidés par rapport à l'Europe avec des taux d'imposition qui sont plus bas. Donc c'est pour ça aussi que les ROIC sont en général plus élevés. Et puis ils rachètent leurs actions aussi, ça aide un peu. Bon, donc 16 milliards d'euros de market cap, on a 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pour moi, c'est plutôt mature, hein, je pense, ce genre de métier, ce genre de business. On a 12 en valeur d'entreprise sur EBITDA. On est aux États-Unis. 12, c'est pas très cher payé pour de la croissance qualitative aux États-Unis. Donc pourquoi pas très cher. On a un PEG ratio qui est... Bon, PEG ratio, allez, moi je me dis que la règle pour regarder un PEG ratio, il faut avoir 10% de croissance. C'est plus le cas, c'est une boîte mature, donc peut-être on va ignorer ça. Mais donc du coup, 16% de rendement des capitaux investis, c'est très bon. Un peu de dette à signaler, 1,7 fois les EBITDA en dette nette. Pourquoi? Ça, il faudrait regarder ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait une acquisition récemment? Peut-être. Ça doit être le cas, à mon avis, hein, parce que ce genre de métier, c'est très rentable et c'est très générateur de cash. Donc, on ne doit pas être trop endetté hors acquisition, à mon avis, ou hors optimisation de la structure financière. Vous savez que quand vous êtes endetté à un juste niveau, ça fait baisser votre coût moyen pondéré du capital. Et dans ce cas-là, vous créez plus de valeur en étant un petit peu plus endetté, puisque vous faites baisser votre coût moyen pondéré du capital. Si vous n'êtes pas endetté, votre coût moyen pondéré du capital, ce n'est finalement que le coût des capitaux propres, et c'est toujours plus élevé que le coût de la dette. Donc c'est pour ça que ça peut être utile aussi d'être endetté. Mais à mon avis, eux, c'est plutôt une acquisition à vérifier. 2,4% de rendement du dividende, 31% des free cash flow versés en dividende, donc c'est bien sécurisé, ça pourra monter tranquillement par la suite. Eh bien, c'est sympathique comme dossier. À mon avis, c'est un peu de niche, mais il y a une belle barrière à l'entrée qui permet d'avoir cette bonne rentabilité, donc pas mal, beau dossier. Puig Brands. Ça, c'est une boîte, donc c'est une boîte espagnole qui a débarqué dans le fonds Europe d'indépendance AM. Alors le small ou le mid, je ne sais plus puisqu'il y a deux fonds. Il doit être dans les deux peut-être. Donc on est ici sur une boîte qui est d'une boîte catalane. Donc ils sont originaires de Barcelone. Et c'est une boîte qui opère dans le marché plutôt du luxe, hein, de mémoire, de la fashion, voilà, fashion and fragrance. C'est plutôt luxe, on va dire, mode et fragrance. Donc, c'est-à-dire, ils doivent produire, ouais, je pense que c'est un peu comme Interparfum, ils produisent des parfums sous licence. Voilà, c'est ça, licence. Donc, tous ces licences-là. Il faut voir, ce genre de business, ça peut être pas mal parce que c'est asset light. Ils doivent, comme ils opèrent sous licence, ils designent, on va dire, les produits, ils conçoivent les produits, et puis après les commercialisent sous licence, mais c'est pas eux qui les produisent. Et donc dans ce cas-là, bah, ça vous permet d'avoir une base d'actifs immobilisés qui est beaucoup plus basse. Et ça, c'est intéressant. Alors, on regarde les chiffres. Sur Puig Brands, on est presque à 10 milliards d'euros de market cap. Donc c'est quand même une large cap, hein, on va dire.
27% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, exceptionnel, très bonne croissance. On n'est que à 11 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc là, tout de suite, je mets ça dans le profil plutôt croissance à prix raisonnable. 11% de rendement des capitaux investis, c'est pas trop mal, on va dire, comme rentabilité. Si c'est asset light, on va dire que c'est pas trop mal. C'est pas exceptionnel. Si ils produisent eux-mêmes, là, c'est plutôt pas mal. Et donc, à vérifier comment est-ce qu'ils produisent eux-mêmes ou pas. Alors, en tous les cas, on gagne son coût moyen pondéré du capital. Je vous rappelle la formule. Si vous faites ROIC moins WACC, donc coût moyen pondéré du capital, Weighted Average Cost of Capital, si ce delta est positif, alors toute somme investie crée de la valeur. Donc ça, c'est la formule de McKinsey, hein, Economic Value Added, c'est capital investi, CI, on va dire, fois ce delta-là. Et donc, si ce delta-là est positif, eh ben, vous créez de la valeur économique, et c'est pour ça qu'on dit c'est Value Added, Economic Value Added. Donc, je pense qu'il crée de la valeur quand même à ce niveau-là. On est à 0,7 fois l'EBITDA en dette nette et 19% des fonds propres. L'endettement est maîtrisé. 1,7% de rendement du dividende, 32% des free cash flow. Ce dividende va pouvoir continuer à monter. Et en PEG ratio, d'ailleurs, j'en ai pas parlé parce que c'est une boîte de croissance. 1,4, c'est pas très cher. Hein. Vous payez 1,40 €, 1 € de croissance des bénéfices. Bon, c'est pas très cher. Donc, Quick Brands, c'est pas pour rien, à mon avis, que c'est dans le fonds, les fonds Indépendance AM. Maintenant, ça ne correspond pas au style d'investissement d'Indépendance AM, mais j'ai noté que récemment, ils commencent à faire du GARP, hein, de la croissance à prix raisonnable. Et donc ça, c'est typiquement un dossier GARP. Dans le même veine, d'ailleurs en Espagne, vous aviez Clinica Baviera, qui était aussi une boîte de croissance à prix raisonnable. C'est toujours le cas d'ailleurs. Donc là, un autre petit dossier intéressant à aller creuser. Azimut Holding SPA, donc ça c'est une boîte italienne. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un groupe indépendant qui opère dans la gestion d'actifs, la gestion de fortune et la banque d'investissement. Ok, Dubaï. Bon, est-ce qu'ils se sont pris les missiles? Bref. Alors, on est sur, donc ils mettent ici marché des capitaux. Bon, j'ai tendance plutôt à éviter ce secteur d'activité. C'est difficile à analyser. Maintenant, comme c'est plutôt la gestion d'actifs, on peut l'analyser comme une boîte financière. Il faudrait regarder aussi la croissance des assets under management pour la croissance. Ici, une croissance comme ça, c'est pas, je sais pas ce que ça veut dire la croissance comme ça sur l'agrégateur pour une boîte financière, une boîte de gestion d'actifs. Il faudrait regarder plutôt la croissance de l'AUM, donc asset under management. Toujours est-il qu'on est sur un PER à moins de 10. Pour une financière, c'est ce que j'aime bien avoir. Après, j'aime bien avoir une décote sur actifs tangibles, mais c'est pas le cas ici. Moi, ça m'étonnerait avoir une décote sur actifs tangibles sur une boîte qui fait la gestion d'actifs. C'est rare à mon avis, hein, parce qu'ils ont souvent des actifs liquides, donc c'est rare que ces boîtes-là aient des actions, des obligations, des parts de fonds, etc., qui soient sur des côtés. Hors des codes de holding, mais c'est pas une holding, même si le nom l'indique, c'est pas une holding d'investissement, c'est plutôt une boîte de asset management. On est sur un rendement des fonds propres, ce qui est important pour une boîte financière, de 28%. Très très bonne rentabilité, du cash net. Donc, est-ce que ce cash net appartient aux actionnaires? Je ne pense pas. Je pense que ça doit être du cash qui appartient aux clients et qui est placé en trésorerie. Les gestionnaires d'actifs, ils doivent toujours garder un volant de trésorerie pour gérer les décollectes. Donc ça doit être ce cas de figure. En tout cas, on verse 6% de rendement du dividende. Ici, on ne regarde pas les free cash flow pour une boîte financière. Il faut regarder par rapport au résultat net. Ce genre de boîte, il n'y a pas besoin de réinvestir massivement. Typiquement, ils versent 80% du résultat net en dividende et c'est sain et juste pour l'actionnaire. Donc je pense que ce dividende est sécurisé. Belle petite trouvaille ici, si vous voulez du dividende, à mon avis, du dividende avec un peu de sécurité au niveau de la valorisation. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas cette petite holding, ce petit gestionnaire d'actifs. Wacker Chemier AG. Alors, boîte allemande, boîte de chimie. Attention, danger, parce qu'on est dans un secteur qui est sinistré. L'industrie chimique, en ce moment, se fait déglinguer en Europe parce qu'il y a le coût de l'énergie qui est hyper élevé. Et à cela s'ajoute, en Allemagne, une énorme récession. Alors la récession en Allemagne, elle vient évidemment de la coupure du gaz russe, qui fait que, et plus vous rajoutez à ça la transition vers un moteur thermique pour tout ce qui est l'industrie automobile, et là vous avez la recette parfaite pour la récession. Donc c'est le cas de l'Allemagne, depuis, ça fait 3 ans. Là ils s'en sortent un petit peu maintenant, mais on va dire sur de 2022 à 2025, ils étaient en récession, et donc l'industrie chimique très consommatrice d'énergie a beaucoup souffert. Et donc, on va voir ce qu'il en est pour cette entreprise. Donc, par contre, c'est une boîte, c'est une mid-cap allemande, boîte familiale. D'accord, très bien. Alors, on est sur 4 milliards d'euros de market cap, donc c'est bien une mid-cap. 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, mais ça ne m'étonnerait pas que sur les 2-3 dernières années, ils soient en récession du chiffre d'affaires. 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, disons que c'est pas donné, mais en fait, attention, c'est parce que on est proche du seuil de rentabilité. Donc, on voit que le PER est négatif, on fait des pertes et les free cash flow sont négatifs. Donc,
qu'on a creusé dans la trésorerie sur les 12 derniers mois. Donc ici, quand on voit ça, ça ne veut pas dire que c'est chèrement valorisé, ça veut dire que les bidas s'est effondré sur les 12 derniers mois. Et donc le marché n'a pas encore ajusté parce que le marché s'attend quand même à un rebond. Donc le problème de la chimie, et j'en parle souvent quand je vois Arkema dans les screeners, et Solvay par exemple, c'est quand est-ce qu'on va toucher le point bas. Parce qu'on ne sait pas, en fait, là vous avez un coût du pétrole et le coût de l'énergie globalement qui va remonter avec la crise iranienne. Donc ça va faire une explosion encore des coûts pour les chimistes. Donc finalement, est-ce que le point bas était passé ou est-ce qu'il y a encore devant nous? Ça, je sais pas. Donc sur la chimie, il y a un vrai problème de timing, hein. C'est pour ça que moi, par prudence, je pense qu'il vaut mieux éviter ce genre de dossier. Donc vous voyez, on est en perte et on a un petit peu de dette en plus. Alors ils ont 1,8 fois les bidas en dette nette, mais c'est parce que l'EBITDA est faible. Quand on regarde par rapport au fonds propre, c'est 25%. Il n'y a pas de risque sur l'endettement, à mon avis, sur cette boîte. Un dividende qui est versé à crédit, pas très malin, à mon avis, de verser un dividende, mais j'imagine qu'ils vont le couper sur 2026. Bon, voilà, ce dossier, ça me semble compliqué, hein. Je pense qu'il vaut mieux éviter. Euraseo, on est ici sur une boîte alors qui fait de l'investissement. C'est une holding d'investissement et ils font aussi de la gestion d'actifs pour compte de tiers. Donc on est sur une boîte plutôt de portefeuille, une holding. Donc compliqué à analyser sur ce screener. Quand on me l'a proposé, on a évoqué ça, hein, que c'était compliqué de l'analyser sur ce format-là. Mais on peut regarder vite fait les chiffres, après on va regarder en détail. On est sur 2,6 milliards de market cap, donc c'est une petite mid cap. Croissance du chiffre d'affaires, ça veut rien dire à mon avis, parce qu'ils font des sessions de participation. Donc ici, tout est en négatif, mais c'est pas les bonnes métriques pour analyser le groupe. Donc quand on regarde ça, le seul truc qu'on peut regarder, c'est ce dividende, là, ça valait le 1%, et encore, il ne faut pas regarder par rapport au free cash flow, il faut regarder par rapport au résultat net. Bon, en revanche, ce qui met la puce à l'oreille, c'est ça. On est sur 40% de décote sur actifs tangibles. Alors, je vous mets vite fait la présentation d'Euraseo ici. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une boîte de private equity. Alors vous savez par contre, hein, que le private equity en France, compliqué, hein, puisque finalement la France est complètement à l'arrêt. En réalité, on va avoir 1% de croissance sur 2026 à tout casser, avec 5% de déficit, mais ça c'est une autre histoire. Donc le private equity, moi j'y suis exposé via IDI, qui fait du private equity comme Euraseo, qui est un peu plus petit quand même. Et il ne faut pas beaucoup d'investissement parce que le private equity est en train de souffrir pas mal, hein. Donc, bon, c'est une très vieille boîte quand même, Euraseo. Ils se sont diversifiés au fil des années plutôt dans le private equity, donc ils ont des participations. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont 35 milliards d'assets under management, donc 35 milliards d'actifs sous gestion. Et donc il y en a 23 milliards qui sont des tierces parties. Donc en fait, ce modèle d'affaires, ça leur permet de tirer évidemment des commissions, des frais, puisqu'ils facturent la gestion à leurs clients. Et le reste, ça leur permet de faire tourner un peu leur portefeuille et de faire des plus-values de cession. Alors, ce qu'on peut regarder ici, je vais demander rapidement à LLM pour savoir quelle est la valeur du bilan d'après ce que publie le groupe. On voit qu'ils nous disent qu'on est à 6,8 milliards de la valeur nette du portefeuille d'investissement. Donc ça, c'est l'actif net réévalué. Ils disent que ils arrêtent de communiquer sur aussi la valeur nette du portefeuille avec la valorisation de l'activité de gestion d'actifs. Donc en fait, là, ils nous disent que ça vaut 102 € par action, l'actif net réévalué. On est en dessous de ça. En gros, ils nous disent 6,8 milliards. Et puis vous avez un bonus, l'activité de gestion d'actifs, qui a une valeur, hein, puisqu'elle tire des commissions. 39 milliards d'actifs sous gestion d'ailleurs en 2025 et une collecte record. Donc là, c'est pas mal. Ils ont cédé un peu, c'est pour ça aussi qu'on a une sorte de décroissance. Ils ont cédé des participations et donc le chiffre d'affaires, ça n'a aucune espèce d'importance pour cette boîte-là, puisque on cède des participations, donc on a des variations de périmètre. Ils font tourner les portefeuilles et du coup, ils touchent des plus-values, hein, donc ça, c'est pas mal. Donc on nous dit 6,8 milliards d'actifs nets réévalués. Ici, c'est valorisé 2,6 milliards. Donc, cette décote-là s'explique tout à fait. Maintenant, quand vous êtes sur une holding, vous avez toujours une décote de holding. Donc, il faut aller faire. Est-ce que je ne ferai pas ici, mais si vous creusez de votre côté, vous pouvez le trouver. C'est quel est l'historique de la décote de holding. Donc, vous prenez l'actif net réévalué. Donc là, ça va mettre votre graphe d'AMR. Et vous prenez la médiane de décote de holding. Donc, en gros, ici, vous prenez quel est le prix médian, en fait, quelle est la médiane de la décote de holding. Donc ici, on cote 2,6 milliards et on nous dit que ça vaut 6,8 milliards. Bon, ça fait une décote, c'est ça, hein, ça fait 60% de décote. Historiquement, ce genre de boîte, en haut de cycle, vraiment haut de cycle, il y a 20% de décote de holding, et en bas de cycle, ce qui me semble être le cas actuel, vous avez bien 60% de décote de holding. Donc, à mon avis, on est plutôt sur une fourchette basse ici. Donc il y a peut-être une opportunité d'investissement sur Euraseo. Maintenant, ils sont exposés au private equity, et c'est en difficulté en France.
et en Europe d'ailleurs, avec les histoires sur le private credit, donc à voir. Donc, ce que je pense que ça peut être intéressant d'en faire, si ce dividende est bien sécurisé, donc là il faudrait regarder le résultat net, je pense que c'est le cas pour cette boîte-là. Ils ont en plus de la trésorerie nette, à nouveau ça doit appartenir aussi en partie aux clients, donc il faut regarder, mais à mon avis ils ont les moyens de payer ce dividende pour patienter en attendant des jours meilleurs pour le private equity. Donc Eurazeo, pourquoi pas. Après, moi mon avis perso, mais ça n'engage que moi, le holding, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas la main sur l'allocation du capital, encore moins, enfin, vous avez une couche supplémentaire dans l'allocation du capital par rapport à avoir des pure players en portefeuille et à vous vous gérez les dividendes, où est-ce que vous les réallouez. Là, sur ce genre de boîte, c'est le management qui fait ça pour vous. Et ça, c'est pour ça qu'il y a une décote de holding, justement. Voilà pour cette revue des actions abonnées. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.